Hubert Canonici est fonctionnaire à la collectivité de Corse, mais il est surtout, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, l'auteur d'un roman d'anticipation intitulé « Hors tout le jardin du monde ». Et vous savez que vous pouvez vous procurer les ouvrages de nos invités sur le site de TV Liberté, sur la boutique de TV Liberté. Le site, c'est tvl.fr. Hubert Canonici, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à Paris nous voir avec cet ouvrage. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un honneur, hein. Un petit auteur corse. Petit auteur inconnu. Corse. Alors Ortou, c'est du Corse, ça veut dire jardin. Et la Corse, est-ce que c'est pas en fait la véritable héroïne de votre ouvrage? Ortou, c'est avant tout un hymne à la Corse. C'est un hymne à la Corse, elle est omniprésente du début à la fin, du passé au futur. Et forcément, on ne peut être qu'impacté par une île avec une identité comme la Corse. Et même si je voulais faire quelque chose de plus universel ou aller dans des registres science-fiction, mais forcément, ça revenait toujours à moi, quoi, comme fil conducteur. La Corse, comment vous définiriez la Corse pour vous? La Corse, c'est une terre, une identité, une culture, mais qui est, comme le reste du monde, impactée par un certain mondialisme. Donc, il y a un équilibre fragile. Il y a peut-être, il y a quelque chose quand même qu'il faut maintenir. Ça se fait par, on va dire, même l'État a son rôle à jouer, bien sûr, puisque bon, avec les réserves naturelles, par exemple, il faut limiter toutes les plans qu'il y a eu de bétonisation, des plans de grande ampleur, bétonisation des côtes dans les années 60. La Corse a toujours lutté, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi un impact qui se fait au niveau du mondialisme qui touche tout le monde. Avec l'arrivée de populations nouvelles, par exemple? De populations nouvelles, mais c'est aussi la gestion politique, c'est aussi l'investissement qui se fait, peut-être des structures, des infrastructures qui ne sont pas adaptées. La Corse, c'est pas fait, par exemple, à manger du hamburger en Corse ou en Inde, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Il faut garder quand même une identité. Une identité et des traditions. Cette identité, eh bien, on la retrouve dans votre ouvrage. Avec un portrait néanmoins de la Corse. J'y reviens avant d'évoquer l'ouvrage, un peu en demi-teinte parce que je lis au détour d'une page. L'ambiance en Corse lui paraît au héros de plus en plus malsaine, oscillant entre assassinat, VIP lifté, raquettes institutionnalisées, consumérisme frôlant la zombification et du tout-tourisme en stock. C'est un portrait à charge. C'est aussi, ça fait partie de la réalité, d'une réalité. Donc, j'ai peut-être un peu là, que c'est un petit peu concentré, mais c'est une réalité aussi d'aujourd'hui. Qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher. Alors, il y a un parti pris dans Ortou, le jardin du monde, j'en arrive enfin au livre, c'est le partage entre deux récits, les souvenirs d'un côté et le nouveau monde. Un nouveau monde partagé, d'ailleurs, on va le voir, entre des sujets et des élus. Il y a comme demain, les personnages de l'ouvrage portent un nom, Canonici. Donc j'en déduis qu'il y a quand même une certaine homonymie voulue avec les personnages centraux de votre famille. Est-ce que ces souvenirs de cette famille dans le livre sont les souvenirs de votre famille finalement? Totalement. Exactement, c'est les souvenirs donc, de mon père. Souvenirs réels en gros, entre les années 40, sa naissance, jusqu'aux années 60, dans l'extrême sud de l'île, donc entre Figari d'abord, et après Bonifacio. Et donc, moi, je voulais qu'il y ait cette trace du passé, ce témoignage du quotidien, parce que là, il n'y a pas seulement la grande histoire, c'est la petite histoire, c'est le quotidien des gens, et qu'il y ait un contraste avec le futur. Et donc, j'ai voulu intégrer ça au récit, parce que ça me paraissait important. Voilà, donc, les Canonici, c'est votre famille, oui. Et j'allais dire, il y a derrière ça, l'idée, bien évidemment, je l'ai dit, des souvenirs qui sont racontés, mais qui sont racontés dans une période un peu précise, finalement, qui sont les années 50. Et je me suis dit, est-ce que c'est volontairement le souhait de démontrer que cette période-là est un peu l'âge d'or, peut-être de la famille Canonici, ou tout au moins de la Corse elle-même? Alors, je ne dirais pas forcément que c'est l'âge d'or, mais on se rend compte que les gens, avec le peu de moyens qu'ils avaient, la solidarité qu'il y avait entre eux, et je pense que ces gens-là étaient peut-être moins frustrés, moins
Et finalement, peut-être, je ne sais pas, ils avaient de l'espoir. Aujourd'hui, je pense que l'espoir, beaucoup de gens le perdent un petit peu. Enfin, les horizons sont bouchés. Mais les conditions de vie étaient très difficiles quand même. Parce que le quotidien, c'était... C'est ce que j'allais vous poser comme question, parce qu'on voilà, on a le sentiment que le fait qu'il n'y ait pas les commodités modernes, que ce soit les maisons rustiques, celles de la famille, ça participait finalement à la bonne humeur générale. Je trouvais des pages un peu de Pagnol ou de Giono dans la démonstration de ce qu'est la Provence. C'est mon père, hein, c'est les descriptions. Et tout à fait, c'est ça. Et donc, il y a ce côté... Malgré la difficulté de la vie, exactement, où les gens, finalement, c'était leur quotidien. Ils s'étaient habitués à aller chercher l'eau, à devoir faire des choses qu'aujourd'hui on aurait trop du mal à faire, mais qui étaient à l'époque tout à fait normales. Et moi, je pense qu'il y avait beaucoup moins de dépressifs et de gens frustrés. Vous savez ce que disent les jeunes? Ils disent, oui, nous sommes de l'âge de ceux qui crions tout le temps, hein, c'était mieux avant. Et ils s'en moquent. C'est ça, c'est vrai. C'était mieux avant, mais moi, personnellement, je témoigne de ma jeunesse à Bonifacio, et je peux dire que c'était mieux avant quand même. Le mode de vie a changé, a évolué. Mais vraiment, réellement, c'est pas juste parce que j'étais jeune, donc je... Moins touristique peut-être. Aussi, mais pas que. Pas que. Allez, le Nouveau Monde. Alors, parce qu'on a bien compris, donc souvenir et ce Nouveau Monde. Ce Nouveau Monde, il prend une place importante dans l'ouvrage, puisque c'est un ouvrage d'anticipation. Et il est composé d'une ville futuriste qui s'approche d'univers que l'on retrouve dans la science-fiction. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est ce que je disais, ce système politique qui règne dans ce futur pas si éloigné d'ailleurs. Hein. Élus et sujets. Les sujets sont des personnes augmentées et tout ça sont les guides du nouvel ordre mondial finalement. Les guides d'un nouvel ordre mondial avec des citoyens ordinaires donc, qui sont le plus grand nombre mais qui sont, on va dire, complètement presque anesthésiés, quoi, qui ont des tâches des fonctions, des tâches à remplir et qui, voilà, quoi, qui n'ont pas de questionnement, mais tout est propre, mais en fait, on se rend compte au cours de l'histoire, bon, je ne sais pas si je dois spoiler, mais comment finissent, ils ont comme une date de péremption, etc. Donc, c'est un petit peu à découvrir, ça, je pense, mais l'univers global est assez inquiétant. C'est la projection, je pense, enfin, pour moi, ma vision, un petit peu de ce qu'on vit aujourd'hui. Projection. Donc, pas que c'est probable, mais ça a du sens. Ce nouvel ordre mondial est présidé par des familles d'élus. Des cercles, qui représentent Big Pharma, l'industrie, l'armement, les médias. En fait, c'est des liens, des connexions, quoi, entre elles, des intérêts communs qu'ils ont, donc qui forment le noyau dur, quoi, enfin, du pouvoir futur, quoi. Dites-moi, Hubert Canon, ici, il n'est peut-être pas nécessaire d'aller en 2079 pour s'apercevoir que des oligarques tiennent Big Pharma, les médias et l'armement, non ? Tout à fait. Même souvent les mêmes, d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord, mais la réalité rejoint la fiction, la dépasse. Mais c'est vrai que moi, je suis resté quand même dans... Je n'ai pas voulu trop extrapoler, mais je suis resté dans quelque chose de plus abouti, mais qui n'est pas si étonnant pour beaucoup de personnes, quoi. Et ce qui est troublant, c'est que même si le futur que vous décrivez peut aller jusqu'à l'absurde, je pense au recyclage des retraités ordinaires, oui, etc., avec une vision presque poétique des choses, on ne peut pas s'empêcher de penser à la prophétie, je crois, de Klaus Schwab. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Après, on ne peut pas s'empêcher de penser à George Orwell, La guerre c'est la paix, enfin tout ce genre de... Et ces prophètes, enfin ce genre de prophètes qui nous prédisent l'avenir, ils sont assez glaçants quand même. Les Schwab, mais c'est vrai, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. Ça veut dire qu'ils vont gagner alors? Ça veut dire que dans un premier temps, ils peuvent gagner, mais dans un second temps, tout s'effondre à un moment donné. Je pense. Il y a des cycles. Et donc, c'est... Voilà. Il y a dans ce système concentrationnaire quand même une forme d'espoir. C'est que, comme vous l'avez dit, ça n'est pas fini, ça n'est jamais fini. Ça n'est pas fini. Et qu'il y a la possibilité de s'en sortir, non? Il y a la possibilité. Il y a une petite lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose, mais... Et donc, j'ai voulu quand même laisser quelque chose une ouverture, voilà. Une ouverture. Chacun interprète un peu comme il veut, mais pas non plus faire quelque chose de complètement bouché, parce que
Même l'histoire nous a montré souvent, mais bon. En fait, j'ai suivi dans l'ouvrage, j'ai bien vu que dans cette période du futur, il y avait la dénonciation de ce nouvel ordre mondial qu'on cherche à imposer au peuple, et plus particulièrement donc au peuple corse ou aux citoyens corses. Mais vous dites il y a une ouverture, mais vous dites qu'il y aura un monde sans captation des richesses par l'hyperclasse mondialiste, sans dictature, sans gestion inégalitaire. Est-ce que c'est pas une autre utopie que de croire cela? Parce que tant que l'homme sera l'homme, il y aura toujours Tout à fait. des gens qui prendront le pouvoir pour les autres. Tout à fait, parce que c'est pour ça que pour moi le roman est dystopique et utopique à la fin, mais aussi. Mais vu le contexte, l'histoire comme elle évolue, il y a quand même un chamboulement qui se passe, et donc ça peut ça peut arriver, mais le problème est de savoir pendant combien de temps. Tout à fait, l'homme restera l'homme, mais ça, c'est une autre histoire à raconter. Donc, ce sera la suite. Une autre histoire. Tout au long de l'ouvrage, vous abordez les problématiques d'aujourd'hui, et beaucoup de problématiques comme les centrales nucléaires, comme l'euthanasie. Et comme je sais que ce n'est pas facile pour un Corse de dire les choses, on a du mal des fois à savoir, au-delà de la dénonciation, ce que vous en pensez réellement. Par exemple, sur l'euthanasie, c'est un débat actuel, et il fait malheureusement l'actualité du jour. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez envie, à travers votre ouvrage, d'apporter aussi votre pierre à l'édifice en disant « je veux ou je ne veux pas l'euthanasie » Moi, je ne suis pas dans ce registre-là, mais je peux donner mon avis. Moi, l'euthanasie, c'est comme beaucoup de choses, parce que c'est toujours pareil, quoi. On commence à imposer quelque chose, à faire entrer quelque chose, et après, ça prend des proportions qui dépassent, comme on a pu voir, y compris dans la pandémie qu'on a vécue. Il s'est passé des choses, quand même. Est-ce que c'était pas une euthanasie un petit peu détournée et forcée ? Moi, c'est toujours pareil. Je dirais oui, dans certains cas extrêmes, de souffrance extrême, tout ça, c'est autre chose. Mais de la rentrer ça dans, je sais pas moi, dans la loi, de la généraliser, non. Voilà. Pas l'euthanasie pour tous, gratuite et obligatoire. Exactement. Sinon, ça va devenir un confort ou quelque chose. Non, je sais, non. Au-delà encore, voilà. Je vais vous embêter toujours sur l'approche dans l'ouvrage. Est-ce qu'il y a une approche spirituelle, religieuse? Est-ce que ça aussi, c'est un moyen de, vulgairement, s'en sortir? Il y a un personnage dans l'ouvrage, ça s'appelle la Vierge Marie, elle a un rôle, donc est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça reste encore important pour la Corse? Ça reste très important pour la Corse. Et au-delà de ça, je pense que quand on voit la perte des repères, notamment chrétiens, il y a des choses qui passent aujourd'hui qui ne seraient jamais passées à l'époque, où les gens avaient cette transcendance, cette chose en commun. On le voit bien. Donc ces barrières sont tombées. Et au-delà de ça, spirituellement, oui, il faut que... oui, c'est très important, bien sûr. Et puis, si la Corse est sous la protection de la Vierge Marie, et ce sera le cas dans mon futur. Donc, c'est très important. Dans le futur, elle redevient... Donc, ça a une dimension, la dimension religieuse, ça est importante aussi, bien sûr. La religion, c'est encore important en Corse ou c'est anecdotique comme partout? On va dire qu'en Corse, moi je dirais qu'elle est ancrée et que même les non-croyants participent aux processions. C'est culturel, c'est patrimonial. Et donc, je pense qu'elle est plus ancrée que dans d'autres régions. Ah, oui. Ça reste un catholicisme festif et patrimonial aussi populaire. Oui, voilà, populaire. Et je pense qu'elle est quand même toujours bien ancrée quand même, malgré. Elle s'invite à l'Assemblée corse aussi quelquefois? Elle peut s'inviter. La problématique est aussi donc cet avenir, cette Corse. J'ai dit en exergue de mon propos qu'elle était la vraie héroïne du livre, parce que c'est vrai qu'elle traverse. Le décor est planté en Corse. Bien sûr, donc, et que si on va de Figari à Bonifacio, on se sent bien. On parle encore et toujours d'autonomie ou d'indépendance. Vers quoi avance-t-on raisonnablement de votre Vous êtes fonctionnaire de la collectivité de Corse. Raisonnablement, je dirais vers une autonomie maîtrisée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des intérêts qui soient là pour, etc., pour appuyer certains projets ou autres, mais une autonomie maîtrisée, du circuit court. Mais pour ça, il faudrait redévelopper des secteurs primordiaux comme l'agriculture. Par exemple, je pense, de tête, je ne suis pas certain des chiffres, mais à une époque, la Corse produisait peut-être 80% de ce qu'elle
consommés. Et aujourd'hui, je crois que c'est 6 ou... Enfin, comme ça, quoi. C'est un peu le cas depuis comme de grands pays. Ça, c'est une région, mais à l'échelle nationale, c'est un peu le cas aussi. Donc, c'est pas facile. Donc, dire autonomie, c'est bien, dire ceci, cela, mais il faut voir derrière les moyens, comment on fait et comment on avance. Ça me paraît, moi, personnellement, des régions autonomes, ça me paraît bien. Des circuits courts, plutôt que faire des pactes, des traités transatlantiques ou des traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande ou les trucs, ça me paraît tellement logique, en fait. Et forcément, c'est une île avec une terre, avec, je sais pas, il y a l'eau, il y a la terre, il y a la montagne, il y a la mer, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le tourisme, même si c'est, bon, ça s'est beaucoup tourné vers le tourisme, c'est une chose, bien sûr, mais au détriment un peu de l'essentiel, on va dire. L'essentiel, on le verrait, si un jour il y a une pénurie, que les bateaux n'arrivent pas, c'est là qu'on verrait ce qu'est l'essentiel, par exemple. C'est le tout-tourisme que vous dénoncez. Le tout-tourisme, à Bonifacio, comment on vit à Bonifacio sans le tout-tourisme? À Bonifacio, mieux, mais le tourisme, c'est normal que les Corses profitent il y a la demande, c'est normal, il y a du monde qui arrive, mais s'il n'y a pas le tout-tourisme, forcément il faudrait se redéployer ailleurs, parce que là ce ne serait pas possible en l'état actuel des choses. Enfin, ce ne serait pas possible, je m'entends, ce serait difficile. Voilà. Au niveau économique... une Corse indépendante aurait du mal à se financer elle-même. Corse indépendante... notamment ses services publics, peut-être. Services publics, je pense que ça ne peut pas se passer comme ça, les choses. Ce genre de choses. Moi, une autonomie, je ne sais pas comment on pourrait dire... Maîtrisée, voilà, maîtrisée, comme j'ai dit. Ça, voilà. Mais il y a du travail à faire, il y a du redéploiement. Mais c'est pas... Voilà, les choses ne se font pas comme ça, un claquement de doigts ou par la volonté. C'est comme ça. Alors tout, c'est vraiment le jardin du monde, alors? En fait, je veux juste vous dire pourquoi j'ai mis ce titre. En fait, bien avant que j'écrive, parce que ça fait une dizaine d'années que je me suis mis à écrire, j'écrivais des nouvelles sur des sites littéraires et autres. Quand j'ai décidé de faire un roman, mais c'est une idée qui trottait dans ma tête avant d'écrire, donc. Une fois, j'ai croisé une personne qui, en parlant de la Corse, elle m'a dit « Mais vous vous rendez pas compte, c'est le jardin du monde, la Corse. » Je sais pas pourquoi ça m'avait... Et donc, quand j'ai décidé d'écrire, de faire le roman, j'ai dit « Tiens, je vais le mettre en titre, parce que, bon, voilà. Ça, pour moi, ça illustrait bien un peu le sentiment que j'avais. » Je confirme, c'est le jardin du monde. Voilà. Le jardin du monde, hors tout. En attendant, je vous invite à découvrir ce roman, encore un roman et d'anticipation, une dystopie et une utopie, nous a dit son auteur Hubert Canonici. Et donc cet ouvrage, vous l'avez bien compris, est en vente sur le site tvl.fr et vous allez sur la nouvelle boutique de notre chaîne TVL. Merci à vous Hubert Canonici. Merci à vous. Bon retour au plus éloigné de Paris.